Moi aussi, je suis une personne concernée par un trouble psychique. Par ailleurs, je suis juriste en droit de la santé. Je m'intéresse beaucoup à la santé mentale parce que maintenant, je m'investis dans un certain nombre de conférences. Qu'est-ce que c'est la santé mentale ? Honnêtement, je crois que tout a été dit sur ce plateau, mais peut-être que je peux aussi un peu dévier et parler du rétablissement. Bien sûr. D'accord, on est d'accord ? Juste sûr. Pour dire qu'il y a 2 ans, j'ai fait un diplôme universitaire avec Catherine Tourette-Turgis à l'Université des patients sur le sujet de la démocratie en santé. Et c'est dans le cadre de cette formation que j'ai entendu pour la première fois parler de santé mentale, alors que je suis diagnostiquée depuis 10 ans, suivie par des psychiatres. Et pour moi, ça a été fantastique de découvrir cette notion. D'abord, je vous informe qu'il y a un livre très intéressant, une BD sur le rétablissement en santé mentale. C'est des éléments de vulgarisation très intéressants. Et pour moi, effectivement, j'en ai vu quelque chose de très, très positif. Parfois, on parle de stabilisation. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette formulation, qui me semble assez neutre et même stigmatisante. En revanche, le terme de rétablissement est positif dans tout l'espoir que cela recouvre. Et c'est fantastique. Et je veux témoigner que c'est aussi possible, effectivement, de se rétablir, modulo un certain nombre d'aménagements de sa vie, à la fois personnelle et professionnelle. Mais voilà, c'est une notion très positive. Voilà, tout a été dit, mais c'est fantastique de pouvoir croire qu'on peut s'en sortir et d'être heureux. Voilà. Merci, Aude. Merci pour votre témoignage. Je pense que vous faites allusion à la BD de Lisa Mandel qui s'appelle « Se rétablir ». Voilà, encore une bonne recommandation, effectivement. C'est très pédagogique. Merci. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai un grand parcours en matière de santé mentale, puisque j'ai été hospitalisée la première fois à l'âge de 23 ans et que j'en ai 62 aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. J'ai 62 ans, quoi. Et donc, j'ai commencé par une débouffée délirante et j'ai une schizophrénie, je crois qu'ils appellent ça psycho-affective. Et puis, maintenant, au fil des années, ça s'est transformé en bipolarité. Donc, déjà, c'est un progrès, un palier de passé, quoi. C'est quand même relativement moins grave. Et puis en vieillissant, je dirais qu'on apprend à mieux gérer ses souffrances psychiques et qu'il y a une évolution au cours du temps qui est notable. Je souffre moins à 62 ans que je souffrais à 52 ans, que je ne souffrais à 42 ans, etc., quoi. Finalement, c'est presque, je dirais, je me demande si c'est pas une maladie de jeunesse, quoi, la souffrance psychique, ou est-ce qu'en vieillissant, on n'apprend pas à s'accommoder de ces troubles et où ils deviennent moins envahissants, quoi. En tout cas, c'est le constat que j'ai pu faire sur ma propre histoire, quoi. Voilà. Si on a découvert un concept qui est quand même intéressant, c'est le concept de logement santé. Et puisque la CRSA est ici à la manœuvre, je voudrais dire à quel point dans notre association ça a du sens, le logement santé, parce que vraiment le logement est un déterminant mais très 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 important de la santé et de la santé mentale probablement encore plus. Voilà, alors j'ai apporté tout un tas de témoignages, mais on n'a pas beaucoup de temps. Oh, mais il faut que vous nous en disiez au moins 2 ou 3. Oui, c'est super. De gens qui ont pu bénéficier de programmes vraiment très, très adaptés, comme par exemple le DLAI qui est mené par la Fondation Falleret, qui est bien connu. C'est quoi le DLAI ? Alors, c'est le programme de développement d'un logement accompagné pour l'insertion. C'est l'œuvre Falleret. Et c'est l'œuvre Falleret en partenariat avec la mairie de Paris et avec le GHU d'ailleurs, enfin et l'ARS. D'accord. Finalement. Voilà, donc c'est vraiment un truc tripartite. Et ce sont donc aujourd'hui, d'après les informations que j'ai là, 7 studios dans le 11e arrondissement, 12 logements dans le 17e pour 16 places. Donc certains logements sont des studios, d'autres il y a sont des colocations. 16 logements dans le 19e pour 18 places. Voilà, donc la coopération aussi de nombreux bailleurs sociaux, Paris Habitat, RIVP, etc. Je les cite pas tous, mais il y a eu un bon mouvement, disons, d'accompagnement des bailleurs sociaux. Et c'est un dispositif qui est prévu pour 5 ans. Mais la personne qui gère chez Falleret, Madame Guillol, qui m'a permis de témoigner de ce programme, s'est aperçue qu'au bout de 2 années et demie en moyenne, les personnes
pouvaient sortir du dispositif car elles pouvaient se loger dans un logement autonome, souvent avec l'aide de leurs proches ou grâce à la proposition d'un logement social. Donc c'est quand même un très très grand succès. Et une enquête a été faite auprès des bénéficiaires de ces logements accompagnés et on leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez de la mise à disposition de cet appartement thérapeutique. C'était le terme qu'on employait. Alors les réponses: le pas vers une réelle autonomie, nous disent les locataires, une chance pour une personne qui est fragile psychologiquement, une bonne initiative avec un loyer à prix peu élevé qui est positif pour moi qui ne travaille pas, une solution idéale pour atteindre l'objectif d'avoir son appartement, bénéfique pour une personne qui est malade pour s'insérer dans la vie active. On va voir qu'il y a beaucoup de liens aussi avec l'activité et l'emploi. Pour chercher un nouvel appartement, c'est un avis favorable, je suis bien dans l'appartement même si je vis seule. Une bonne idée pour les SDF et ceux qui sont dans une situation critique diverse. Que pensez-vous de l'accompagnement de l'équipe mobile? En plus du suivi au CMP, le suivi de l'équipe mobile ajoute un bien positif de pouvoir se recueillir sur des problématiques beaucoup plus souvent qu'une seule séance mensuelle avec le CMP. Voilà. Ça permet également de faire des efforts sur l'entretien du chez-soi pour bien accueillir l'équipe. Ça permet de trouver des solutions quand on pense qu'il n'y a plus d'issue. C'est aussi un accompagnement pour les personnes seules qui ne voient pas beaucoup de monde. Une motivation à faire et à avancer dans des projets personnels, en rendant des comptes sans obligation de réussite, mais avec la volonté à aller dans le droit chemin. Voilà, il y en a plein, ça va prendre peut-être beaucoup de temps. Comment vous sentez-vous depuis l'entrée dans cet appartement? Je me sens libre de n'avoir de compte à rendre à personne, juste à avoir la décence d'entretenir le logement, payer les factures, ne pas me laisser mourir, et tenter de rentrer dans une routine supportable, d'avancer dans le processus de rétablissement malgré les problèmes et les aléas de la vie. Voilà, il y en a plein des témoignages comme ça. Merci beaucoup, Martine. Aude, un petit mot pour conclure. Oui. Alors, à force de poser la question, de quoi parle-t-on quand on parle de santé mentale, j'ai une idée. Parce que en fait, de quoi parle-t-on En fait, on parle. On peut souvent avoir l'impression, quand on parle de santé mentale, qu'on parle de soi seulement, et que notre santé mentale, elle dépend que de nous. Et c'est un peu les injonctions qu'on peut entendre aussi. Prendre soin de ta santé mentale, il faut que tu prennes soin de ta santé mentale, prendre soin de toi, etc. Mais c'est pas notre seule responsabilité. Il y a une responsabilité sociétale énorme, non? Vraiment. C'est peu de le dire. Voilà, mais on a beaucoup d'injonctions, en fait, à faire du yoga, aller embrasser les arbres en forêt, etc. Enfin bon, comme si ça suffisait, en fait. Et comme si ça dépendait que de nous. Et en fait, tous les témoignages que vous nous avez rapportés montrent bien que c'est beaucoup nos conditions de vie, nos conditions de travail, l'accès ou pas au travail, au logement, le fait aussi, et ça c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit, c'est que une des premières causes en fait de déclenchement de troubles de santé mentale, c'est le fait d'être exposé à des violences. Voilà, des violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Et souvent, ces expositions aux violences qui font traumatisme, alors après, on réagit chacune différemment face au traumatisme, ça dépend du contexte, ça dépend du soutien qu'on a, etc. Mais le fait d'être exposé à des violences, et vous en avez témoigné, Daniel, ça peut générer des troubles. Donc, sûr, si on veut prendre soin de la santé mentale, évidemment, c'est important de faire des choses par soi-même, écrire de la poésie, faire de la musique, rencontrer des gens, s'engager dans des associations, etc. Tout ça, ça nous fait du bien. Mais c'est aussi mettre la santé mentale dans toutes les politiques publiques, c'est-à-dire dans les politiques de logement, c'est lutter contre la précarité, c'est développer des programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dès le plus jeune âge, etc., etc. Donc je pense que c'est un élément important de pas penser que c'est la seule responsabilité de l'individu, mais c'est vraiment la responsabilité de l'ensemble de la société.